Bonjour tout le monde et bienvenue à la notif des sportifs, mardi midi 13 juin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un énorme show comme tous les autres. Pourquoi? On a encore des mini-jeux qui seront là, mais avec des concurrents différents. Donc, j'ai bien hâte de faire ça. On aura les questions du but et overrated ou underrated. Donc, j'ai choisi 3 joueurs dans ce jeu-là. Les gars vont nous dire si pour eux sont overrated ou under et ils vont débattre. Les gars qui sont ici présents, on a Guillaume Dalpé avec nous. On a Andy qui commet un acte illégal en ce moment. Et on a Sam qui est avec nous. Comment ça va, les gars? Ça va bien, toi? Ben oui, toujours. Là, messieurs, la Coupe.ca a sorti quelques articles, donc je vais juste en parler un peu avant qu'on aille dans les sujets chauds du moment. Entre autres, article de Maxime Cyr qui s'intitule « Et le gagnant est ». Alors, Max, là-dedans, suggère des gagnants pour le trophée Conn Smythe. On a aussi Combine, tous les yeux sur Connor Bedard, article de Yves Lantier, qui vous a éliminé par du Combine, mais pas juste de Bedard, d'Adam Fatih et des autres top recrues. On a article de Phil Sands, les Panthers ont-ils fini de rugir? On s'attend qu'ils perdent la série 3-1 en ce moment face aux Golden Knights. La série peut prendre fin ce soir et Vegas va être champion. C'est à suivre. Sinon, article de Gabriel Saint-Pierre, du changement pour les remparts de Québec avec le départ de Patrick Roy, entre autres. Et finalement, mon article, les 12 travaux de Kent News, partie 2. Énorme article qu'on travaille là-dessus. J'espère que vous allez apprécier les articles de tout le monde, bien évidemment. Et n'oubliez pas, les podcasts du jeudi avec Yves Lantier. Vous ne voulez pas rater ça, c'est ici même sur le Facebook Live du À la Coupe. Maintenant, messieurs, j'ai glissé un mot. Finale de la Coupe Stanley, ça peut prendre fin ce soir. C'est toujours pas sûr si Matthew Tkachuk et Radko Gudas vont faire partie du match car ils ont raté la pratique. Vous en pensez quoi de ça? Je vais commencer avec toi, Guillaume. Écoute, je pense que Matthew Tkachuk, c'est le joueur des séries en ce moment du côté de la Floride. S'il n'est pas présent, on l'a vu dans le dernier match jouer beaucoup moins de minutes que précédemment dans les séries. Ça a déjà eu un impact. S'il n'est pas en forme pour le match numéro 5, ça risque de finir un peu plus vite que plusieurs l'attendaient. Dans ton cas, Andy ou Sam, vous en pensez quoi pour cette nouvelle du côté de la Floride? Ben honnêtement, si les deux gars, surtout Matthew Tkachuk, sont pas là, je pense que ça va être la fin pour la Floride. Mais des fois, en série, les bobos disparaissent par magie. Puis les gars viennent, puis ils vont aller se soigner après la série. Mais Matthew Tkachuk, c'est comme n'importe quelle équipe qui perd leur meilleur joueur à l'attaque. Ça serait une énorme perte pour les Panthers. Les Panthers doivent vraiment rebondir. Fait que Matthew Tkachuk doit être là, c'est sûr. Et pour toi, mon Sam? Ben c'est sûr que Matthew Tkachuk, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. C'est pas juste le meilleur joueur des Panthers. Fait que c'est une perte énorme. Mais moi, je pense qu'il va jouer, mais qu'il va jouer en power play. Il va jouer dans des situations précises. Je pense que c'est son épaule, moi, qui est sur le mise en échec de Colliser. J'ai vu un médecin sur Twitter qui explique les blessures souvent, et puis lui, il pense que c'est pas une dislocation, mais une séparation de l'épaule, je sais pas trop. Tu peux jouer avec, mais c'est pas optimal. Fait que, en plus, Tkachuk est visé, puis il est visé par les autres joueurs, on veut pas, puis il perd patience. Fait que je pense pas que ça aide son épaule d'aller dans les escarmouches non plus. Là. Fait que, mais c'est sûr que Gudas et Tkachuk. Anyway, personnellement, je pense que la série est terminée, mais Matthew Tkachuk, il faut au moins qu'il joue pour mettre un petit show. Là. Ça prend un show à soir parce que sinon, ça va être plat. Là, messieurs, on est à Vegas. Ouais. La Coupe Stanley est là. Ça peut prendre fin ce soir. Si vous êtes Paul Maurice, et en plus, ça se fait que Tkachuk ne joue pas. Fait que si vous êtes Paul Maurice, vous utilisez quoi comme tactique ou comme moyen de convaincre vos joueurs que ce soir, ce n'est pas la fin, maintenant? Ben, il y a toujours l'espoir. Tu sais, des remontages de séries, là, ça s'est déjà vu. Peut-être moins en finale. Là. Ouais. Andy, je regarde ta casquette puis je comprends pourquoi tu dis que le mot espoir. Aïe. Ah, c'est légal comme coup, ça. C'est bon. Mais c'est ça, tu sais, il y a toujours de l'espoir. Puis justement, l'espoir fait vivre. Puis, tu sais,
Puis Paul Maurice, il avait fait un bon speech quand même à la fin de la finale de l'Est. Mais c'est ça. L'espoir fait vivre, puis je pense que Paul Maurice va être capable de motiver ses joueurs. Puis c'est la première chose que les Panthers doivent faire, c'est marquer le premier but, puis après ça, continuer à travailler le reste du match. OK. Toi, dans ton cas, Guillaume, est-ce que tu penses que ça demande un changement de stratégie du côté de la Floride? Je ne sais pas si ça prend un changement de stratégie, mais une chose est sûre, ça prend tout un match de Bobrovsky ce soir. Ouais. Si on veut avoir une chance que Matthew Tkachuk se remette tranquillement pour être capable de revenir dans la série, mais ça va passer par un gros match de Bobrovsky s'ils veulent passer. On l'a vu, le seul match qu'ils ont réussi à gagner, ils jouaient au-dessus de 920. C'est ça que ça prend ce soir s'ils veulent avoir une chance de rester dans la série, du moins. Là. Donc, pour Guillaume, ça prend vraiment une performance incroyable de Serge B. Dans ton cas, Sam, que penses-tu que la Panthère doit faire ce soir? Pas payer de pénalité si possible. Le powerplay de Vegas est vraiment incroyable. Mais comme Andy il dit, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Il reste une victoire à gagner. C'est souvent la plus difficile à aller chercher. En plus, ils sont à Denver. J'ai trop d'émotions avec la game d'hier de la NBA. Mais ils sont à Vegas, ils sont à domicile. Tu peux pas donner la chance de retourner en Floride avec un 6e match. Je pense que les Golden Knights vont gonfler la bloc. Pour les Panthers, moi, je sais que Bob Hartley a fait ça avec une de ses équipes. Je sais pas si c'est avec l'Avalanche ou il avait parlé de ça à BPM, justement, qu'il avait vu la Coupe Stanley sortir d'un auto, là, parce qu'il savait que c'est le gars qui chauffait, c'est le gars de la coupe. Puis il avait montré aux joueurs, il dit regardez, là, elle sortira pas à soir. Tu sais, des fois, de la motivation comme ça, mais je pense que les gars savent quoi faire, mais les Panthers, c'est vraiment Bobrovsky qui les a amenés là et Matthew Tkachuk. Là, Matthew Tkachuk est amoché. Bobrovsky essaie de faire ce qu'il peut, mais à un moment donné, je veux dire, la défensive des Panthers est vraiment, je dirais, correct. Mark Stahl, là, je sais pas, je suis comme pas sûr. Mais Brandon Montour a joué au-dessus de sa tête, puis il est clairement blessé, ce gars-là aussi. Là, fait que c'est très difficile, mais je pense que Bob Morris va tout donner les cartes qu'il peut avoir dans son jeu pour motiver ses troupes. Mais ça va être extrêmement difficile pour les Panthers. Puis moi, j'avais dit dans le podcast avec Yves un jeudi que la perte d'Eetu Luostarinen, c'était la perte qui allait faire mal parce que c'était un gars qui jouait beaucoup de hockey défensif, puis il n'a pas joué de la série. Puis les Panthers sont pas pareils. Je sais que c'est un joueur qui n'est pas très, très spectaculaire, mais c'est un joueur qui était très important pour les Panthers. Puis on l'a vu, les Panthers, ils rushent vraiment beaucoup parce que les autres joueurs doivent en prendre plus sur leurs épaules. Puis à un moment donné, Barkov ne peut pas tout faire non plus. Exact. Puis tu as parlé que la dernière victoire est la plus difficile à aller chercher du côté des Golden Knights. On est à la maison, on veut finir ça devant notre public, évidemment. Ça va être quoi la stratégie pour les Golden Knights, d'après toi? Ben, c'est jouer le même hockey qu'on joue depuis le jour 1 des séries. Là. Les Golden Knights, sérieusement, c'est quand même une surprise de les voir là. Personne ne croyait en eux. Personne ne croyait en Jack Eichel dès le départ de son arrivée à Vegas. Puis ils font mentir tout le monde. Puis ils jouent du hockey inspiré. Puis ils sont en mission, sérieusement, les Golden Knights sont en mission. Avec un gardien quand même correct, là, on va dire. Adin Hill joue du hockey au-dessus de sa tête, mais ils sont capables de dominer des adversaires. Ils ont dominé les Stars, ils ont dominé les Oilers, ils ont dominé les Jets. Je sais que les Jets, c'est peut-être la plus facile à dominer, là, mais ils sont en train de dominer les Panthers. Moi, avec Bruce Cassidy, je garde le même plan de match. Puis amusez-vous, les gars, puis pas trop de pression, parce que des fois, quand tu peux gagner, ça reste que c'est le rêve de tous les gars. Là, fait que, mais moi, je pense que Bruce Cassidy va avoir le bon mot pour ses joueurs. Puis, Guillaume, on a remarqué des fois que, oui, tu es à la maison, ça rajoute comme, on va dire ça, une beauté à gagner la Coupe Stanley. Mais des fois, être devant ton public, ça peut rajouter une pression aussi, car les gens veulent que tu en gagnes devant eux. Est-ce que, d'après toi, ça pourrait jouer un tour aux Golden Knights? Tout à fait. On l'a vu un peu la même situation dans l'hockey junior dernièrement avec les Remparts qui avaient la chance de gagner à domicile. Finalement, trop de pression, probablement, trop d'attentes, trop de plans pour après la victoire. Finalement, ça a choqué. Espérons que le professionnalisme de la Ligue nationale puis des gars
rendu pro change les choses, mais c'est sûr que c'est plus difficile, mais l'histoire serait tellement belle. Là. Ça, je suis d'accord. Et pour finir, Andy, sur notre sujet de la Coupe Stanley, que je vais vous poser la question à vous deux aussi. Est-ce que tu penses que ça finit ce soir? Si Matthew Tkachuk n'est pas là, c'est 100% que c'est terminé ce soir. Je suis pas. Et c'est trop un gros morceau. C'est trop. C'est la pierre angulaire de l'attaque des Panthers. Puis c'est lui qui apporte l'énergie. Il frappe. Il est trop important pour l'équipe. S'il n'est pas là, ça se finit ce soir. Dans ton cas, à toi, Sam? Malheureusement, oui. Je pense que ça se termine ce soir. Sur papier, les Golden Knights sont supérieurs. Coaching staff. Même le gardien, je trouve que, tu sais, Bobrovski, je pense pas qu'il y a rien à se reprocher, mais tout est aligné pour que Vegas gagne ce soir. Puis je pense que malheureusement, j'aimerais ça que ça se continue, mais malheureusement, les Golden Knights vont remporter la Coupe Stanley ce soir. Et dans ton cas, à toi, Guillaume? Un peu comme les gars ont dit, là, ça va prendre une performance parfaite de Bobrovski s'ils veulent si Matthew Tkachuk n'est pas là. Puis encore là, ça va être très difficile pour les Panthers. Ouais, je vous suis là-dedans. Selon moi, ça se finit ce soir étant un grand hater des Golden Knights avec Sam. Ça va être un des pires jeux. Puis je pense que ça va être même pas une game serrée. Là. Ça va genre être un 5-1, je pense. Je pense okay. J'essaie de jinxer, là, un reverse jinx. On essaie de reverse. OK. Mais ouais, j'ai comme un mauvais feeling pour le match ce soir. Ben moi, je pense que ça pourrait ne pas être le dernier match de ce soir. Ça pourrait. Mais il faut que les Panthers fassent une performance parfaite sans Matthew Tkachuk. Puis on l'a vu que la défense, sans parler tantôt, la défense a énormément de misère face à l'attaque des Golden Knights. Peu importe le trio. Fait que je pense que malheureusement, ça va prendre fin ce soir. C'est triste, mais je pense que c'est ça qui va arriver. PO, si tu nous regardes, je pense pas que tu es à Vegas encore pour l'instant. On espère. On va voir la parade. Ouais, c'est ça, on espère que tu vas être là pour voir la parade, rendu là. Alors, messieurs, le repêchage approche. Il y a un dossier qui est très chaud, bouillant, brûlant. Vous pouvez sortir d'autres CD si vous voulez. C'est là de Matvei Michkov. Matvei Michkov est probablement la recrue la plus polarisante en ce moment. On sait à cause de sa situation en Russie. Certains DG qui ne veulent pas le repêcher. Donc, probablement le Canadien a regardé les propos de Kent Hughes aussi. Vous en pensez quoi de la situation de Matvei Michkov? Je vais commencer par toi, Sam. Ce que j'en pense, moi je pense que c'est une situation qui est pas facile, mais qu'en même temps, moi je pense pas en tout que ce gars-là va rester en Russie toute sa vie. C'est juste le fait qu'il se présente en personne au repêchage, moi je trouve que ça en dit long. Là. La mort de son père aussi, je pense pas que, tu sais, d'après moi, il est en train de se rendre compte que la Russie, c'est pas tant un pays le fun pour lui, là, surtout avec ce qui est arrivé avec son père. Mais moi, personnellement, c'est sûr que moi, je suis un gérant d'estrade, tu sais. Je suis pas un directeur général de la Ligue nationale, j'ai pas la pression de repêcher un gars. Fait que moi, c'est sûr que Michkov, au 5e rang, je le prendrais. Mais moi, si je dis ça, puis ça, j'ai aucune pression, ma job n'est pas en jeu à cause de ça. Kent Hughes, oui, par contre. Oui. S'il prend Michkov, puis finalement, il vient jamais. C'est là que je comprends pourquoi Kent Hughes a peut-être des réticences. Mais moi, c'est sûr que j'adore Michkov. Je pense que c'est le deuxième plus grand talent de ce repêchage-là après Bédard. Mais je comprends que, surtout à Montréal, tu peux pas te tromper. On l'a vu les dernières années. Fait que je suis comme entre les deux pour la situation du Canadien. Là, je comprends Kent Hughes, mais en même temps, je me dis, Chris, si ce gars-là, mettons, devient une star puis le Canadien passé, ça ne sera pas mieux là, dans les médias, tu comprends? Fait que je suis entre les deux. Mais moi, je l'adore, Michkov, puis je suis sûr et certain que dans 3 ans, il est dans ça. Andy, oui. Je vais te proposer une idée que le site dans les coulisses a fait un article. Ça disait qu'il y a certaines équipes qui ne veulent pas drafter Michkov parce que dans leur point, il a en fait donné son développement à un club de la Russie, un développement que tu n'as pas le contrôle. Et on sait un peu
haine de la KHL envers la Ligue nationale de hockey. On l'a vu notamment à Romanov avec sa dernière année je pense au CSKA de Moscou, si je me trompe pas. Quelque chose. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Il jouait, je pense que c'était même pas 10 minutes par match. Il essayait vraiment de ne plus le faire jouer. Est-ce que tu serais prêt à prendre le risque, Michkov, et de le donner son développement à une équipe russe sans savoir c'est quoi qui peut arriver là-bas? Ben, je pense que. Parce que. Oui, je pense que je le ferais parce que, tu sais, Michkov, ça reste que c'est un gars avec un talent complètement exceptionnel. Il va se développer, là. Tu sais, c'est pas un attaquant de puissance, c'est pas un gars full défensif. Tu sais, il va se développer là-bas. Tu sais, je pense vraiment qu'il n'y aurait pas de problème avec ça. Puis il y a eu des joueurs en Russie qui se sont développés, puis ça n'a pas causé de problème. Exemple, Panarin, tu sais, c'est un exemple qui me vient, mais tu sais, c'est facile de trouver cet exemple-là, mais quand même. Puis je rejoins Sam sur beaucoup de points là, sur Michkov. C'est un joueur exceptionnel. Puis je le rejoins aussi, c'est un risque parce que à Montréal, les premiers choix, mettons, tu vas sur 10 ans, là, les premiers choix du Canadien, c'est un peu moyen. Là. Fait, est-ce que tu y vas avec la sécurité, puis tu y vas avec un Will Smith, un Reinbacker, ou tu y vas avec l'audace s'il est disponible avec Michkov, puis quand il a fini à 3 ans, il débarque à Montréal, puis il éclate tout. C'est ça. Kent Hughes a beaucoup de choses à penser en ce moment, puis je suis pas inquiet qu'il va prendre la bonne décision, mais j'espère que ça va être Michkov. Dans ton cas, Guillaume, Michkov, Kent Hughes a soulevé, il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher le Canadien de prendre la décision Michkov. Entre autres, la prolongation de contrat qu'il a signé au CSKA. Oh, salut Andy. Au CSKA de Moscou. On parle entre autres de prolongation de contrat de 2 ans. Et la Russie pourrait tout faire, la Russie en fait, son équipe, pourrait tout faire pour essayer de le garder en Russie. Est-ce que cela peut changer quelque chose dans ta décision de directeur général? Je pense que, évidemment, c'est sûr que ça doit peser dans la balance. Ça reste que il est dans l'organisation, il appartient à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est une des équipes les plus riches de la KHL. Ils vont avoir les moyens dans tous les cas, s'il vient en Amérique du Nord, il va rentrer sur un contrat recru. Fait que les premières années, il ne gagnera pas le gros salaire. Ensuite, alors qu'en Russie, ils vont pouvoir tout de suite lui offrir le gros salaire pour rester. On s'entend là-dessus. Les premières années, c'est évident qu'il ferait plus d'argent en Russie qu'en Amérique du Nord. Mais il y a beaucoup de points d'interrogation sur Michkov, autant avec son côté défensif, autant avec sa grandeur, sa stature. Est-ce qu'on veut avoir 2 alliés top 6 de petits gabarits? On a déjà un Cole Caulfield. Ou est-ce qu'on essaie de se dire, écoute, on peut passer par-dessus. On l'a vu là, pas si longtemps avec la situation de Logan Mailloux, à quel point ça l'a fait une tollée dans les médias que le Canadien de Montréal le repêche. Est-ce que ça peut faire la même chose un peu avec un Michkov qui est un Russe? Il y a quand même une situation sociopolitique en ce moment avec la Russie. Est-ce que le Canadien peut préférer un peu garder ses gants blancs puis le skip pour aller chercher que ce soit un Reinbacker, que ce soit ou encore un Ryan Leonard ou quelqu'un comme ça? Je ne serais pas surpris de voir ça. Je pense qu'il y a plus que juste le niveau. Est-ce qu'il va venir dans 2-3 ans? Je ne suis pas tant inquiet qu'il vienne dans 2-3 ans. La question, c'est plus le all-around. Est-ce la meilleure décision? Je ne suis pas convaincu autant que Andy et Sam semblent l'être. Puis, est-ce que c'est... tu me diras si c'est l'inverse. Est-ce que c'est déjà arrivé dans la JMQ des équipes qui, draft des joueurs russes, et 2, est-ce qu'il y a une peur similaire dans le junior aussi? Pas tout à fait. Dans le fond, dans le junior, toutes les équipes de la Ligue canadienne ont le droit à 2 joueurs européens. OK. À chaque année, il y a un repêchage de joueurs européens à seulement 2 tours. Mais pour avoir le droit de repêcher, il faut que tu libères un Européen. Fait que souvent, mais tous les meilleurs joueurs, on l'a vu l'an dernier, l'Armada avait repêché un des meilleurs Russes, si on veut, qui était disponible, là, qui a été repêché en première ronde l'an dernier, Ligue nationale. Là, son nom m'échappe.
finalement, il n'est jamais venu. C'est quelque chose qui arrive, mais c'est moins... c'est moins stressant. Là. Exact. Souvent, les équipes du junior vont soit aller avec vraiment des choix que tu sais que le gars veut venir en Amérique du Nord, ou tu vas y aller avec des long shots. Les Michkov et compagnie sont tous repêchés dans la Ligue canadienne. Ouais. Mais pourtant, ils viennent pas nécessairement. Mais s'ils décident de venir en Amérique du Nord, leurs droits appartiennent déjà à une équipe. Ce qui est déjà pas de mauvaise idée, on va s'entendre. Exact. Un Michkov à l'Armada de Blainville, on dirait pas non, je pense. Tout à fait. Tout à fait. Alors, messieurs, je vais vous poser chacune la question qui tue. Je pense que vous savez laquelle je vais. Entourant Matvei Michkov. Vous êtes au 5e rang. Il est toujours disponible. Vous êtes Kent Hughes. Est-ce que vous y allez all-in avec Michkov ou vous y allez avec plus des gants blancs, comme a dit Guillaume? Andy, je vais commencer par toi parce que ça a l'air de t'endormir au volant. On note qu'Andy est au parking. Il est dans un parking. Ouais. Il a le droit de faire ça. Donc, Andy, pour ou contre, est-ce que tu le fais? Ah oui, je le fais. All the way? Ah oui. Michkov, dans 3 ans, il va avoir 20, 21. Ouais. Il va arriver. C'est pas comme s'il arriverait à 25 ans. Michkov, oui. Est-ce que le fait qu'il va être en personne au repêchage, ça te convainc aussi? Ben, tu sais, comme Sam l'a dit, s'il ne viendrait pas au repêchage, ce serait peut-être une autre chose, mais qui vient se présenter, ça montre qu'il veut jouer en Amérique du Nord. OK. Oui. Dans ton cas, à toi, Sam, est-ce que tu te mouilles sur le joueur russe ou tu es mieux être sûr de ta shot? Je me noie, asti. Non, j'y vais à 100%. Mais dans ma tête, j'ai comme un complot là, qu'ils viennent au repêchage puis ils amènent toutes ses affaires puis ils ne retournent plus jamais en Russie de sa vie. C'est un complot que je me suis fait dans ma tête. Mais tu sais, on sait pas. Tu aurais les avocats qui embarqueraient dans balance, là, mais. Ouais, je sais. Mais ça reste que. En tout cas, je pense pas que ça va arriver, mais c'est une possibilité. Mais moi, au 5e rang, si c'est un gars d'autant de talent que ça est disponible, surtout que le Canadien, on s'entend que l'attaque est quand même. Les joueurs d'attaque top 6 élite des prospects, il n'y en a pas tant que ça. Fait que, tu sais, Michkov viendrait parfaitement aider cette équipe-là. Puis en plus, Caulfield Suzuki, le noyau est jeune. Fait que même si Michkov arrive dans 2-3 ans, ben c'est pas grave parce qu'il va entrer parfaitement dans les âges puis dans le timing que le Canadien voudrait être compétitif. Fait que, pour moi, c'est un oui catégorique. Et dans ton cas, à toi, Guillaume, t'en as parlé, ça qui est plus réticent un peu dans la sélection de Michkov. Est-ce que tu y vas? Je pense que ne pas être les Canadiens, je pense que beaucoup d'équipes pourraient se permettre ça. Je pense pas que les Canadiens peuvent nécessairement se le permettre. Personnellement, je ne serais pas surpris ni de l'un ni de l'autre, mais ce ne serait pas mon choix personnellement. Est-ce que tu aurais un choix que tu pourrais nommer ou c'est juste... Je pense que j'essaierais peut-être d'aller chercher un Ryan Leonard ou un gars comme ça. Là, on voit en ce moment l'importance d'un Matthew Tkachuk dans les séries actuellement. Je pense que Leonard, c'est probablement le joueur qui s'en rapproche le plus. OK. Donc, Ryan Leonard, sinon en plan B, est une option à suivre du côté du Canadien. On sait que Hughes l'a vraiment adoré. Sérieusement, la meilleure option pour le Canadien, je pense, ça serait de trade down genre 7-8. Puis il y a une équipe qui veut un joueur, mettons Michkov, mettons les Capitals. On sait que Capitals et Michkov, il y a beaucoup de liens qui sont avec ça, avec Ovechkin et tout. Ouais. Moi, je verrais bien les Capitals avancer au 5e rang, puis le Canadien reculer peut-être au 8e. Puis le Canadien pourrait avoir Leonard, je pense, encore 8e, Renbacker, tous les joueurs qui ont été nommés. Je pense qu'ils peuvent être. Ouais, il va y avoir beaucoup de joueurs disponibles au 8e rang qui peuvent être Canadiens, genre Zach Benson au 8e rang, je pense que ça pourrait être excellent. Ouais. Fait que je pense que le best pour le Canadien serait de reculer. Tu vas ramasser des assets aussi parce que un 5e show au total, il va coûter cher. Fait que moi, ça serait le meilleur. Si tu ne prends pas Michkov, essaie de reculer un peu, prendre le joueur que tu risques de vouloir prendre au 5, puis tu vas avoir d'autres choses avec. Ça serait le best case scenario, mais y a-t-il une équipe qui va vouloir avancer au 5e rang? Absolument, peut-être pas. Mais moi, je pense que ça pourrait arriver. C'est une option à midi. Une hypothèse, c'est une hypothèse qui peut arriver parce que si Will Smith est disponible,
Là, je pense que les Canadiens vont le prendre. Ouais. Mais on sait que les Sharks seraient très intéressés à Will Smith. Fait que, on ne sait pas, mais ça peut changer. Ça va changer le jour du repêchage, le 28 juin. Il y a des affaires qui vont se tramer. Chaque choix va changer plein d'affaires. Fait que, ça se peut que les Sharks prennent Will Smith aussi. Ouais, ça se peut qu'ils prennent Michkov. Eux autres, je les verrais bien avec Michkov, par contre. Oui, ça, je suis d'accord. Alors, messieurs, maintenant, place au mini-jeu. On va jouer à overrated ou underrated. C'est simple. J'ai choisi 3 joueurs. Oh, bye Andy. Bye Andy. Allez, mon âme. On arrive dans le... C'est ça le jeu, c'est le plus beau jeu de ma vie. C'est une bien partie. Alors, Andy, over-under, non, ça va. En gros, j'ai choisi 3 joueurs de la Ligue nationale de hockey. Vous allez devoir me dire si, pour vous, ils sont overrated ou underrated. Je pense que le premier joueur, on le fera ça. Il n'y a pas de fair rated, genre? Il n'y a pas de fair. Il n'y a pas de fair. Il faut choisir. Over ou under. Alors, messieurs, on va choisir maintenant. Première question. Est-ce que Ryan Reeves est overrated ou underrated, messieurs? Oh my God. J'y vais. Oh my God. Ouais. On commence ça fort. Là. Sam. Overrated. Pourquoi? Je veux dire, c'est un joueur de 4e trio. C'est un des derniers bagarreurs, entre guillemets, qui... je pense qu'il y a beaucoup de monde que j'ai vu des TikTokers dire qu'il faut aller que les Canadiens le chercher absolument. Je veux dire non. Là. Le gars, il donne des bonnes mises en échec. C'est sûrement un excellent gars dans le vestiaire, mais ça reste que sur la glace, il est plus au niveau de l'excellent côté patin. Fait que je dirais, il y a 5-6 ans, Ryan Reeves, je l'aurais pris dans mon club. Je l'aurais peut-être underrated dans son style, parce qu'on s'entend que Ryan Reeves, ça reste qu'il est limité. Là. Ouais. Mais présentement, je trouve que, on l'a vu avec le Wild, ça n'a pas marché du tout. Fait que overrated présentement, mais c'est sûr que ça reste un joueur de 4e trio. Dans ton cas, toi, Guillaume, est-ce qu'on est over-under dans le cas de Ryan Reeves? Je pense que c'est un gars qui est overrated. Je vais dans le même sens que Sam. Là, quelques années, je t'aurais assurément répondu l'inverse pour tout ce qu'il apportait à l'extérieur de la glace. Mais là, le offset sur la glace est trop négatif pour compenser. Exact. OK, moi, je suis d'accord. Si on voit, il est overrated. Il est underrated dans ce qu'il peut amener une équipe dans le vestiaire, on s'entend. Mais... par contre, ce qu'il peut amener sur la glace, on s'entend que c'est pas des buts et des passes qui va t'amener Ryan Reeves. Là. Il va t'amener de l'énergie, mais à part ça, c'est pas fameux. Ah! Il est là! Le show est tellement bon et tellement tout que mon téléphone a surchauffé. Donc, c'est ça. Il a refroidi et je suis de retour. Donc, il a mis sur l'air climatisé. Ouais, exactement. Donc, Andy, on parlait du fameux jeu over-under. Donc, je nomme un joueur, tu dois dire s'il est overrated ou underrated et tu ne peux pas dire qu'il est entre deux. Tu ne peux pas. Et le premier joueur est Ryan Reeves. Est-ce qu'il est overrated ou underrated? Ok, on ne peut pas dire rated. Non, tu peux pas dire fairly. Bon. Écoute, si j'aurais à dire, je dirais quasiment overrated parce que je pense que c'est un des derniers de son espèce dans la Ligue nationale. Hey, ça fait bizarre à dire, Cindy. Il y en a plus. Il n'y a plus beaucoup d'enforcers dans la Ligue nationale. Ouais. C'est pas mal un des derniers là, qui est vraiment là pour faire ça. Fait qu'il est pas underrated. Il y a mieux les points qui finissent avec un G que les points qui finissent avec un T, mettons. Exactement. Oh! Hey, ça, mon homme, c'est bon. C'est bon, ça. Alors, messieurs, donc on s'entend tous pour dire que Ryan Reeves est overrated. Ouais. Maintenant, on va aller au deuxième joueur. Anthony Mantha, messieurs. Over ou underrated? Je laisse Guillaume starter avec... Hey, t'en prends des bons, pareil. Okay. Ouais, oui. Je pense qu'Anthony Mantha, il est underrated parce que je pense qu'il n'a pas encore démontré tout son potentiel. C'est un gars qui a tellement un bon tir, un gros gabarit comme ça. Je pense que ça prend peut-être un peu plus de temps à se développer que ce que beaucoup attendaient, mais écoute, dans le junior, il a fait la pluie et beau temps avec les Foreurs. Il demandera à PO.
Oh, je m'en rappelle. T'inquiète, Sam, je me rappelle des séries, moi aussi. Je me rappelle que le plus gros écart jamais vu dans une élimination dans du junior majeur, c'est l'Armada qui avait sorti Anthony Manta et les Foreurs. C'est un joueur qui peut vraiment tout faire. Il apporte tellement sur la glace, il apporte tellement de force physique. C'est un train, ce gars-là. Et en même temps, il a probablement un des meilleurs tirs de la ligue. Je pense qu'il n'est pas encore assez exploité, mais pour moi, ce gars-là, il est underrated. Dans ton cas, à toi, Sam, over ou under Anthony Manta? Je suis comme pris entre les deux, mais je suis d'accord avec tout ce que Guillaume m'a dit. Sauf que tu me demandes présentement. Mais présentement, je trouve qu'avec le salaire qu'il fait, avec les attentes qu'on a, il est overrated parce que il n'a pas encore prouvé, comme Guillaume m'a dit, il n'a pas encore prouvé. Mais si il devient le joueur comme Guillaume dit, qui s'améliore et qui devient meilleur, là, il risque d'être underrated. Mais présentement, aujourd'hui, je pense qu'il est overrated. Mais être une équipe, je prendrais une chance avec lui parce que, comme Guillaume m'a dit, il a du talent. Il l'a prouvé, puis c'est un des gros bonhommes qui ont des tirs de même, là, qui peuvent marquer de n'importe où. Il n'y en a pas beaucoup tant que ça dans le national, pour vrai, quand tu y penses. Fait que, présentement, overrated selon moi, mais il a le potentiel de devenir underrated. Dans ton cas, toi, Andy, Anto Manta, over under? Ben, je rejoins Sam, là. Il est overrated pour le moment. Pour vrai, là. Tu sais, c'est ça. J'ai pour les mêmes raisons que Sam. Tu sais, je pense que... Copieur. C'est ça, moi du copieur. Mais pour vrai, c'est ça, c'est parce qu'il gagne quand même assez cher en ce moment. Puis, tu sais, il n'a pas encore prouvé qu'il peut être un gars top 6 régulier, tu sais, qui est capable de performer. Voilà. Oh. Sérieusement, les blessures l'ont vraiment pas aidé. Là. J'excuse rien, j'excuse pas le joueur, mais quand tu es blessé presque à chaque année, c'est dur de prendre un rythme. Là. Fait que. Mais c'est ça, pour le moment, ça serait ça de mon côté. Moi, j'en rejoins l'équipe over. Je trouve qu'à 28 ans, tu as pas mal atteint ton plein potentiel. Plein potentiel que je trouve son il a atteint à Détroit avant de se rejoindre à Washington. Je trouve qu'il a pogné une petite descente rendu à Washington selon le salaire et tout. Il a de la misère à vraiment augmenter sa production pour la ramener à celle-là de Détroit. Certes, les blessures n'ont pas aidé. C'est un gros bonhomme. Et beau bonhomme, on peut le dire. C'est un gros bonhomme. C'est gros bonhomme, mais ça dit gros pour ça. Un gros bonhomme qui peut amener beaucoup de choses solides, autant physiquement. Un beau tir soyant, comme Guillaume a dit. Mais selon moi, il commence à se faire tard pour prendre un autre step dans son jeu. J'espère pour lui, du moins. Mais là, ce que je trouve, selon moi, Anthony Manta a atteint son plein potentiel, donc je trouve qu'il est overrated en ce moment, bien évidemment. Donc, maintenant, messieurs, troisième joueur, j'en ai rajouté un bonus, c'est qu'on est rendu à 4, mais j'en ai rajouté, on va aller au troisième, avec un des préférés de Sam, avec les Kings, Victor Arvidsson. Over ou under, le Victor suédois. Je laisse la parole au premier qui veut y aller. Ben, ben vas-y, Andy, comme ça, tu pourras pas me copier. Pour vrai, je pense que Victor Arvidsson est underrated. OK. Ce gars-là peut tirer, peut passer, vraiment rapide. C'est un gars d'énergie. Je pense vraiment que Victor Arvidsson est underrated. En plus, il est capable d'annoncer la feuille de pointage. Pour vrai, Victor Arvidsson, très underrated. Très underrated. OK. Dans ton cas, à toi, Guillaume, on va laisser Sam finir. Dans ton cas, à toi, Guillaume, est-ce que Victor Arvidsson, over ou under? Je pense que je vais y aller avec Andy. Je pense que c'est un gars qui est underrated. Je pense que c'est un gars qu'on parle pas assez, mais qui n'est pas à 1 point par match, mais qui n'est pas si loin du point par match. Dans la Ligue nationale, c'est souvent un plateau qu'on cherche à atteindre. Moi, je pense que ce gars-là, c'est une valeur sûre, très, très régulier. Je pense qu'il est underrated. Et dans ton cas, toi, finalement, Sam? Je vais y aller avec la famille. Salut. Underrated, c'est un des bons marqueurs dans la Ligue nationale. C'est un marqueur de 30 buts. Cette année, je pense qu'il ne l'a pas fait, mais il y a eu des blessures.
Mais c'est un gars de petit gabarit puis qui a vraiment un excellent lancé là, avec Nashville, c'était fou. D'ailleurs, je me demande encore pourquoi ils se sont débarrassés de lui. Mais underrated. Quand tu penses à un buteur, tu penses pas à Victor Arvidsson. Mais ça reste que pour moi, c'est un joueur que tu vas avoir dans ton équipe. Il peut faire tout ce qui est bon à sa patinoire. Il peut jouer les deux côtés. Il a un bon coup de patin puis un excellent lancer. Fait que rendu là, quand tu as toutes les qualités comme ça, tu as un salaire quand même un bon salaire, on va dire, là, mais ça reste que il est underrated. Ben, il mérite, ouais, il mérite. Sans oublier, entre autres, on avait parlé dans notre groupe aussi, son jeu défensif face aux Oilers, qui est très oublié par... il avait fait des jeux précis avec son bâton là, qui avait mené à des buts directs des Kings. Mais je pense qu'il avait joué avec Dano, une coupe de chiffres, ou je ne sais pas s'il jouait son trio enfin. Mais quand tu joues avec Dano, c'est plus facile de jouer défensivement parce que c'est comme un aimant, genre. Il joue bien, tu joues bien. Mais je rejoins la famille aussi. Victor Edvidson est un de mes joueurs préférés dans la Ligue nationale de hockey. Vous l'avez tout un peu dit par sa polyvalence, sa vitesse, son tir. C'est vraiment un gars, je trouve, de deuxième trio parfait. Victor Edvidson. Il n'y a pas grand-chose que j'y reproche, que je suis capable d'y reprocher, en tout cas vite comme ça. Moi, je rejoins la famille et je me demande encore pourquoi Nashville l'ont échangé. Ça fait très mal et ça commence vraiment à paraître du côté de Nashville. Alors, bien sûr, on va aller du côté joueur bonus que j'y ai passé pendant qu'on faisait le jeu. Ryan Nugent-Hopkins, overrated ou underrated? Pour moi, il est underrated. Pour moi, c'est un de mes joueurs préférés. Ce gars-là, pour être honnête avec vous, j'ai ce gars-là depuis qui a été repêché dans la Ligue nationale, dans mon keeper, en attendant la saison de cette année. Puis, fait que ça fait longtemps que c'est un gars qui a tellement le talent pour suivre les McDavid, les Draisaitl et tout ça. Il joue dans cette ombre-là énormément. Oui, ça a été un premier choix au total. C'était peut-être pas la meilleure année du repêchage. Puis on dirait qu'il a tellement joué longtemps avec cette étiquette-là de t'es un premier choix au total, puis tu ne fais pas le 100 points ou quoi que ce soit. Parce que c'était tout simplement pas ce type de joueur-là, mais c'était pas le repêchage pour ça. Ce gars-là, si tu lui enlèves le statut du premier choix au total, c'est un gars qui fait beaucoup de choses très bien sur la glace. OK. Qui entre Andy et Sam qui veut y aller dans leur décision de... Andy, tu peux y aller, je vais conclure. OK. Écoute, je vais y aller du côté de Guillaume, pour vrai. Underrated, puis pour pas mal les mêmes raisons, je pense que le gars est vraiment dans l'ombre de McDavid et Draisaitl. Nugent-Hopkins pourrait être premier centre dans plusieurs équipes. Le gars fait un point par match. C'est un gars qui joue en powerplay, en piqué, qui fait des grosses minutes. C'est pas un gars extrêmement défensif, mais quand même, c'est vraiment un bon joueur de hockey. Puis quand on pense aux Oilers, on pense pas à lui. Puis je pense qu'il est un plus gros morceau qu'on pense à Edmonton. Fait que je dirais underrated. Et finalement, dans ton cas, Sam? Je peux pas y aller avec la famille cette fois-là. C'est vraiment un bon joueur de hockey quand même, mais sa saison de 100 points, je trouve que là, les gens ont dit c'est un des meilleurs joueurs de la ligue et tout. 100 points avec, quand tu joues sur powerplay avec Draisaitl, McDavid, ramasser la deuxième passe, c'est plus facile, mettons. Puis on l'a vu en série. En série, il a vraiment été décevant, selon moi. C'est une des raisons pourquoi les Oilers n'ont pas été plus loin. Invisible, il a ramassé une coupe de points sur le powerplay encore, mais selon moi, c'est un bon joueur de hockey, mais pour ce que les gens le voient, je pense que c'est overrated. Mais s'il y avait eu un fair rated, j'aurais dit fair rated probablement. Ouais. Parce que je veux pas dire underrated parce que je pense pas que c'est. Pour moi, underrated, c'est genre ça saute aux yeux et tout. Mais c'est pas un joueur que je déteste. C'est un joueur qui est quand même un excellent contrat, 5,1 millions. Un gars qui fait 100 points, 5,1 millions, c'est excellent. Ouais. Sauf que moi, je trouve que ce qu'il fait sur la glace, il fait quand même des bonnes choses, mais pas assez pour que je le mette under. Mais overrated, je me sens mal de le mettre overrated quand même parce que c'est quand même un bon joueur. Genre slightly. Ben, c'est fair rated selon moi, ce gars-là. Fait que c'est pour ça que
Vu que c'est un bonus, moi, je me dis fair rated. Oh, wow! OK, il invente les règlements, ça part. Moi, je fais la première réponse, tu dis slightly overrated, donc je prends juste la première réponse. Ouais, c'est bon, j'accepte, j'embarque. Mais moi aussi, c'est. Je sais pas. Parce que autant qu'il y a des années, tu te dis, ce gars-là, c'est poche parce qu'il a tellement un beau potentiel, puis il l'utilise pas, puis les gens le hype trop, que là, maintenant, il est dans l'ombre avec David et Draisaitl. Il fait des points, il en fait, puis c'est là que les gens s'en rendent compte. Mais, il y a tout le temps un entre-deux avec Ryan Nugent-Hopkins. Je dirais dans la même équipe que Sam, mais avec le même raisonnement. Je trouve qu'il y a un petit peu overrated, mais il y a toutes les qualités du bon joueur. C'est juste que il n'a pas atteint son plein potentiel. Certes, c'est peut-être pas un gars pour faire 120 points à la Kucherov et tout ça, mais ça y a pris du temps. Ça y a pris énormément de temps avant de s'établir dans la Ligue nationale, parce qu'il y a des choses qui arrivent. Mais il y a de quoi qui me titille chez ce gars-là. Autant que c'est un joueur que j'adore, mais c'est un joueur que j'aime pas aimer. Genre. Il y a vraiment de quoi qui marche pas avec ce gars-là. Fait que moi, je rejoins l'équipe à Sam là-dessus. Maintenant, messieurs, on passe au deuxième jeu. Andy, il sait c'est lequel, il l'a déjà fait. Celle-là, des tirs au but. Et aujourd'hui, on a changé l'image. On a nul autre que Bobby Lou dans les buts avec nous. Bon, il a décidé d'être gentil si vous chattez côté droit. Mais... Ouais, il est généreux, le Bobby Lou. Ouais, on a Bobby Lou dans les buts. Alors, pour ceux qui savent pas c'est quoi le jeu, alors il y a une question par coin du but. Donc, top corner gauche, top corner droit, coin bas à gauche, coin bas à droite. Les gars ne le savent pas. Mais chaque coin retient une question que j'ai écrite et je vais répondre à la dernière, bien évidemment. Messieurs, est-ce qu'il y en a un qui veut tirer en premier? Je pense que Sam, il y a un coin qui regarde depuis le début de la... Top corner à la droite, et moi j'aime ça tirer là. Fait que... Il y a de l'air généreux. Droit, mon Sam? Ouais, j'ai payé le poteau hier au deck, ce côté-là, fait que là je voulais accrisser dedans. Là. Ok, mon Sam, t'es prêt? Cette question-là, tu vas bien l'aimer. Ah ouais? Ah ben, Chris. Croyez-vous encore à un retour de Patrick Roy dans la Ligue nationale? Ben oui. Ben oui, c'est une question facile. C'est pour ça que c'est ouvert de même, l'esprit. Ben oui, j'y crois plus que jamais. On sait qu'à partir d'aujourd'hui, là, depuis quelques heures officiellement, qu'il ne reviendra pas, qu'il remporte. Puis il va prendre un peu de temps pour lui, mais... je pense qu'avec les sénateurs d'Ottawa, ce qui s'est tramé, qui se trame présentement, je sais que le gars, Anto Saint-Amand, le gars du podcast, a dit que le gars aimait beaucoup Patrick Roy, le nouveau propriétaire. Fait que moi, ça ne me surprendrait pas que si DJ Smith n'a pas une bonne début de saison, les sénateurs, ils performent moins. Moi, c'est le gars que je vois là. Un marché bilingue, un marché proche de Montréal, proche du Québec. Moi, je pense que ça serait un home run des sénateurs d'aller chercher. Côté marketing, côté... ça exploserait, je pense, pour vrai. Fait que oui, j'y crois à Patrick Roy. Oui, tu y crois. Ouais. Juste pour le fun, est-ce qu'Andy et Guillaume, vous y croyez, vous aussi? Ah ouais, J'y crois, mais je pense qu'il y a besoin de quelques semaines, quelques mois de repos là, avec tout le hockey et toutes les heures d'autobus qu'il peut avoir fait dans les derniers mois. Là. Je pense qu'il y a besoin de repos. Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année prochaine? Je ne serais pas étonné s'il prend 1 an pour lui et qu'il signe l'année prochaine. Mais on sait que Andlauer, c'est un très grand fan de Patrick depuis longtemps. Puis même Patrick, aujourd'hui, là, il le dit, il dit « Je le connais, je ne sais pas s'il va m'appeler, mais c'est vraiment un chic type, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Je pense que ça serait un fit parfait. Oh. OK, on aime déjà... Mettons, on a un congédiement de mi-saison avec DJ Smith. Moi, je serais pas étonné. Je pense que c'est... Genre, il y aurait eu un genre 4-5 mois de vacances, Patrick. Exact, ça ferait arrêter, ça serait parfait pour vrai. Là. Moi, j'aimerais ça. OK, donc Patrick, pour vous, c'est facile à croire. Maintenant, entre Andy et Guillaume, lequel veut tirer? Je peux y aller, à moins que Guillaume, tu veux y aller. Tu peux y aller, Andy. Vas-y, Andy, on vit tu vas tirer à côté, Andy. Ouais. Fait que je vais tirer dans le logo. Il n'y a pas de question dans le logo. J'étais un gars de top corner comme ça, je vais aller à gauche. Oh. Top corner gauche. Oh, OK. Avec la situation des Coyotes et toutes les incertitudes qui les entourent, quelle équipe pourrait en profiter et essayer d'aller chercher Clayton Keller? Oh!
Je m'attendais pas à ce revirement de situation avec les Coyotes. Colin. Ben, je pense que les Coyotes, le téléphone n'est jamais fermé là, pour n'importe qui, là, je pense. Là. Surtout pour des contrats dégueulasses. Ah ouais, tu sais, je pense que les autres, le téléphone est ouvert jour et nuit, mais Clayton Keller, si, bol. Je pense pas qu'il parte parce que c'est leur meilleur joueur. Le gars, il réussit à ramasser 60-70 points avec les Coyotes. Excuse-moi, là, mais il est bon, là. 80, même. Tu sais, puis en plus, là, les Coyotes, c'est plus un secret. Les Coyotes s'en vont. Je pense pas que l'organisation échangerait le joueur numéro 1 avant le déménagement, mettons. Je sais pas si on comprend mon point de vue. Ouais, question de marketing aussi. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que le téléphone est toujours ouvert, mais le prix là, doit être complètement élevé, complètement fou. Il y a eu beaucoup de fuites par rapport au prix au départ avec Jacob Chychrun. Ouais. Fait que je pense que si Jacob Chychrun valait ça aux yeux du DG, Clayton Keller doit valoir pas mal. Selon les rumeurs, les Blues sont intéressés à Clayton Keller. Je pense que les Blues doivent être intéressés étant donné que c'est un joueur de la région. Là. C'est un gars qui vient de la banlieue de Saint-Louis. Puis, tu sais, il est pas mal dans les mêmes âges qu'un Robert Thomas. Il est dans les mêmes âges qu'un Kyrou. Je pense que ça serait un bon fit. Là. Mais ça va être 2 choix de première ronde avec des espoirs puis joueurs établis. Ça serait une grosse transaction. Ça serait une énorme. Et finalement, Guillaume, il n'y a que 2 coins disponibles, les 2 du bas. Mais là, il y en a un qui est bien protégé. On va aller de l'autre côté, là, en bas à droite. Je pense que. En bas à droite? Je pense qu'il y a une place de libre. Là. Ah, puis tu vas l'aimer, la place de libre. Ah ouais? Que pensez-vous des propos du directeur de la centrale de recrutement en disant qu'Étienne Morin, défenseur des Wildcats de Moncton, serait le meilleur défenseur du repêchage, le plaçant du même coup devant Ranbacker et Edouard Salé? T'en penses quoi de ça? Écoute, je ne sais pas si c'est le meilleur disponible. En tout cas, en relance offensive, ce gars-là, il est comme trop vite pour la JMQ actuellement. Il fait des passes que ses coéquipiers ne voient pas le jeu encore. Avec un peu plus de talent, il va être capable de rejoindre encore plus de gars pour créer des surnombres offensifs. Pour vous donner une idée, là, cette saison, c'est un gars qui a frôlé le 70, qui a dépassé le 70 points, plus d'1 point par match. Il est dans les mêmes eaux qu'un gars comme Mathieu Catafort. Je pense qu'ils sont à quelques points de différence. Quand tu dis Catafort, c'est un des meilleurs attaquants québécois du repêchage, puis que Étienne Morin, c'est un défenseur. Là. Fait que, statistiquement, il a pratiquement les mêmes statistiques qu'un attaquant de 2e ronde. Je pense que quand tu dis que à la défense, c'est assurément un des plus beaux potentiels. Est-ce qu'il est meilleur qu'un Ranbacker puis tout ça? J'irais peut-être pas jusqu'à dire ça personnellement, mais niveau Amérique du Nord, c'est assurément, selon moi, c'est le meilleur. Puis, et aussi, il faut se le dire, là, cette année, si on regarde la liste de la centrale, il y a très, très peu de défenseurs. Ouais. Puis, on le sait que les 15 premiers choix, ce ne sera pas juste des attaquants. OK? Ouais. Même si la liste dit qu'il va y avoir 13 attaquants sur les 15 premiers choix, c'est pas vrai en pratique. Ouais, effectivement. Okay? Il va y avoir des défenseurs, des équipes qui ont besoin de défenseurs, qui vont aller les chercher plus rapidement que ce qu'on pense. Fait que je serais vraiment pas étonné que Étienne Morin en soit un de ceux-là. Là. OK. Donc, Étienne Morin est un nom à surveiller au prochain repêchage dans le premier tour? Je pense qu'il sort vers dans le 3e tiers du premier tour. OK, donc on va surveiller ça. Maintenant, messieurs, ça fait en sorte que vous me laissez le coin le plus protégé du but. Bon, c'est sûr que Bambilou ne me laisserait pas. T'avais pas le 5-hole? Non, j'ai pas le 5-hole pour faire une 4. Je pourrais mettre le 5-hole pour faire une question d'équipe prochainement. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Maintenant, ben Sam, tu vas être déçu. Parce que c'est une question sur Columbus. Ben là. C'est à toi de choisir, hein? Ben là. En gros, avec les transactions de Damon Severton et de Provorov à Columbus,
Que faire avec Adam Bogvis du côté de Columbus? Moi, je pense que c'est simple. On se doit d'échanger. Il n'y a plus de place pour Bogvis. Les Blue Jackets, avec l'acquisition de Provorov et de Damon Severson, on le démontre. On veut aller en série avec, sans oublier, les Johnny Gaudreau, les Jack Roslovic, les Patrick Laine. On veut vraiment avoir une formation qui va se battre au minimum, qui va se battre pour avoir une place en série. Adam Bogvis, Sam, si me corrige, il y a 22, je pense, 22, 23. Bon, c'est encore un 23, défenseur qui a des flashs offensifs. On se souvient, Chicago l'a drafté pour son offensive. Mais il a encore de la misère des fois à s'établir comme le défenseur prévu dans son repêchage. Donc, moi, je crois que Columbus, ce qu'il devrait faire, c'est échanger un défenseur dans lequel tu vois plus, en tout cas, son plein potentiel. Et en place, tu vas aller chercher un défenseur mieux établi pour ta course aux séries. Tu en auras plus de besoin. Et Bogvis va t'amener un très bon retour du côté de Columbus. Je vois une transaction de la même valeur que Kirby Dach. Donc, il peut t'emmener de quoi de très intéressant à Columbus. Et c'est ma manière de voir ça. Vous, les gars, vous en pensez quoi de ça? C'est sûr que je suis d'accord avec le fait qu'on peut échanger Bogvis, mais on peut aussi garder cette année. Je pense qu'il n'y a pas de presse à l'échanger nécessairement. Parce que Jiricek, on ne sait pas s'il connaît mauvais camp et tout, il va commencer dans la Ligue américaine. Fait que là, si Jiricek commence pas en national, Bogvis est échangé. J'en ai assez vu de Jake Christensen et Gavin Bayreuther l'année passée. Fait que, tu sais, puis on sait que les Blue Jackets, c'est une équipe qui se blesse assez souvent. Bogvis, d'ailleurs, est un joueur qui est souvent blessé, très fragile. Mais côté échange, c'est sûr qu'avec Severson, Provorov et Werenski qui sont déjà là, Jiricek qui s'en vient, Goldbranson qui est signé, fait que c'est sûr qu'il va faire partie du top 6-7. Puis Andrew Pick aussi qui est signé pour 3 ans. Fait que ça laisse pas beaucoup de place pour Bogvis, surtout que c'est un défenseur offensif. Puis je pense que ça va être Provorov sur la deuxième paire et Werenski sur la première paire le premier avantage numérique et le deuxième avantage numérique. Fait que si Bogvis, si je joue pas un avantage numérique, je pense que ça vaut pas vraiment la peine de l'avoir dans l'équipe. Puis s'il y a une équipe qui est vraiment intéressée, puis même deux, il y a une surenchère, là, j'embarque. Mais effectivement, ça prend un attaquant en retour parce que comme les Canadiens, les Blue Jackets, c'est la défensive, c'est vraiment la force, puis l'attaque un peu moins, mais ça reste que les Blue Jackets ont quand même un Ken Johnson qui est très jeune, des Kirill Marchenko, Yegor Chinakov, Cole Salinger qui a une mauvaise saison l'année passée, mais tout est possible dans son cas. Ben oui. On a Dimitri Voronkov qui arrive à Kabars Kazan, qui joue avec Radulov. Il va faire ses débuts dans la Ligue nord-américain cette année. Fait que c'est tous des prospects qui sont quand même assez bons. Puis défensivement aussi, on a des Stanislav Zvozil qui joue avec Connor Bedard cette année. On a Samuel Knasko aussi. On a beaucoup d'espoir à la défense. Fait que je pense que Bogvis, c'est lui qui va rapporter le plus, fait que je l'échangerai. Puis j'ai même pas nommé Danton Mantechuk, qui lui, il reste encore. Il va jouer sûrement pour Team Canada cette année junior. Là. Mais on est loadé à la défense, fait que Bogvis doit partir pour un attaquant, selon moi. Puis j'imagine que les équipes vont être intéressées. Et c'est sûr, l'analyse de Sam de la défense au complet des Blue Jackets que ce podcast prendra fin. Et toi, j'espère que vous avez apprécié. Ah, correct. Ben oui, c'est sûr que quand toi, ton réseau, il bug pas, ça serait pas que tu suis plus. Mais j'espère que vous avez bien apprécié ça. Les mini-jeux aussi, j'espère que vous avez bien aimé. Les mini-jeux qui vont revenir au prochain podcast maintenant, saison quasiment estivale, on pourrait dire. Ça va venir que la saison estivale ou pas. Alors, à mon nom personnel, Loric Salvaire, à celui de Guillaume Dalpé, Sam Laberge et Andy Saucier. C'était la notif des sportifs midi. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao!